Les soft skills qui m'ont permis d'avancer dans ma vie professionnelle d'abord, je pense que c'est la persévérance, une sorte de persévérance déterminée. La curiosité aussi, je crois que ça a beaucoup constitué parce que la curiosité c'est l'écoute, comprendre et finalement tout ça m'a amené à passer ma vie à apprendre et à être une passionnée qui apprend tout le temps des autres. Je suis une fédératrice déterminée, ce qui permet d'embarquer aussi les autres à mes côtés pour conduire ensemble une transformation. Je ne crois pas aux réussites seules, je crois aux réussites collectives. J'ai consacré ma vie professionnelle jusqu'ici sur des enjeux d'accompagnement, de reconversion professionnelle, aussi de recrutement. Enfin, 25 ans dans le monde RH font que j'ai été beaucoup au contact des gens et des consultants au cœur des entreprises, vu progresser les transformations et leur rythme, que ce soit dans le monde industriel, que ce soit dans le monde des services. Et au plus près des gens, en fait, vous êtes capable de voir, surtout au moment de la crise économique de 2008, j'étais directrice générale d'un cabinet dans le secteur des transformations et des reconversions professionnelles notamment. J'ai pu voir au plus près des réalités, finalement, comment les personnes impactées par les transformations, par la perte de leur emploi, pouvaient s'emparer des dispositifs. Or, tous ces gens ont souvent envie de changer de métier au moment où ils sont impactés. Ils se posent des questions. Si accéder à ces dispositifs est trop compliqué, vous n'y accédez pas tout simplement, vous abandonnez et vous repartez dans votre voie. Donc moi j'ai considéré à un moment donné que devenir acteur de sa vie professionnelle, ça supposait qu'on repense l'ensemble de la construction de notre système, tout à fait accessible finalement, en donnant des outils plus simples qui permettent de repenser des stratégies individuelles. Et quand vous avez un capital dans les mains, finalement, c'est le début d'une richesse et vous êtes prêt à changer cette stratégie pour vous-même en vous en emparant. Donc ça a construit dans mon esprit l'idée de la monétisation financière. J'ai par ailleurs rencontré dans mon parcours Bertrand Martineau qui partageait les mêmes intentions, les mêmes ambitions. Et avec l'Institut Montaigne notamment qui a porté ce rapport, nous avons pu le mettre en place. Ensuite, bien sûr, ce rapport, il portait aussi le besoin de surenchérir l'investissement dans les compétences en France. Donc il a permis de construire une réforme, un mode d'emploi pour une réforme, une modélisation de son financement et de sa construction en matière d'investissement. Et puis ensuite, bien sûr, tous conscients, je pense les pouvoirs publics, le gouvernement, l'exécutif actuel, mais le précédent également, qu'il était urgent d'agir sur le terrain des compétences. Vous savez, la convergence des idées fait qu'à un moment donné, ça construit une réforme. Ensuite, bien sûr, faire une réforme, ça supposait aussi qu'on fasse bouger les acteurs et que je m'étais exprimée il y a quelque temps déjà sur la question de réenchanter la formation professionnelle. Ça voulait dire quoi dans mon esprit? Ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'on sorte des mécanismes où les acteurs de la formation sont toujours vus comme des acteurs qui ne fournissent pas le contenu attendu au regard du besoin. Moi, à l'inverse, je prends souvent les choses de façon positive, transformer avec, et finalement amener l'ensemble de ces acteurs plus proches du monde de l'entreprise. Ça suppose de construire cette transformation, et donc il me semblait aussi important que dans la construction du capital emploi-formation, on se donne les moyens d'accompagner les acteurs de la formation à embarquer ce train, parce qu'ils sont une pierre essentielle de la réussite et de la montée en compétence des individus dans leur propre reconversion professionnelle et ou en tout cas évolution de leurs compétences. En 2017, l'urgence que nous avons, finalement, c'est de traiter ceux qui sont très éloignés de l'emploi parce que, d'une certaine façon, on va concentrer les moyens et l'investissement sur une population qui n'a pas ou peu de chances de pouvoir embarquer le train des transformations. Donc, la réflexion sur le capital emploi-formation et d'ouvrir, finalement, sur un changement culturel, les mentalités pour pouvoir accéder à la formation, une approche pour tous. Là où le plan d'investissement dans les compétences est réservé aux infras, enfin en tout cas aux personnes qui n'ont pas encore un bac.
Il est vrai que la façon dont je rédige avec Bertrand Martineau le Capital Emploi Formation est une approche qui vise à non pas orienter sur une part de la population, mais à se dire finalement, de toute façon, on va devoir changer 3, 4 ou 5 fois de carrière, enfin en tout cas de métier dans nos vies. Donc il n'y a pas une question d'âge de notre point de vue, mais un besoin de pouvoir traiter la question de l'investissement au regard des impacts, dit autrement les secteurs qui sont plus ou moins impactés. Le rapport est écrit ainsi. J'ai évidemment, au moment où j'ai construit le PIC, composé avec cette intention et évidemment accepté l'idée qu'à ce moment-là, il fallait probablement prioriser tout en commençant à ouvrir des SAS sur des personnes qui étaient finalement plus âgées ou qui avaient déjà des formations mais dont le secteur d'activité était plus impacté. Donc entre la construction d'un grand programme du plan d'investissement dans les compétences et aujourd'hui, je pense que ce qui est le moteur, c'est l'accélération de la crise climatique et de la crise sanitaire. Et je pense que l'urgence, c'est d'ouvrir à l'ensemble des âges, quels que soient les âges. On ne peut plus considérer aujourd'hui le sujet de la formation comme devant être limité aux populations qui sont plus ou moins jeunes. On doit continuer cet effort sur ce terrain-là et en même temps augmenter notre effort sur le reste de la population. Pour moi, le parent pauvre, par ailleurs, dans la réforme de 2018, on a le droit d'avoir une phase d'autocritique, c'est probablement un des points de désaccord que j'ai eu, parmi quelques autres, parce que j'en ai eu. Pour moi, le parent pauvre, c'est le fait que nous n'ayons pas suffisamment investi le terrain de l'entreprise. Dit autrement, le plan de développement des compétences et la négociation permise dans l'entreprise sur le plan de développement des compétences avec l'ensemble des parties prenantes, dont les acteurs du dialogue social, le CSE notamment, les commissions emploi, doivent pouvoir s'emparer de ces sujets parce qu'elles sont au plus près de l'entreprise. Et l'équation en matière de transformation, qu'elle soit environnementale, économique ou sociale, si on ne traite pas ce sujet à cet endroit-là, poussant et les entreprises et les élus à se dire qu'est-ce qu'on construit à l'échelle de notre entreprise pour pouvoir finalement se donner les moyens de se transformer, de ne pas sortir du sillon, de ne pas rester dans une voie de garage en tant qu'entreprise, et puis d'une certaine façon, finalement, de doper le savoir, les compétences et les connaissances de nos forces actives, c'est-à-dire les salariés, et bien pour moi, le sujet se passe là. Et je pense que dans la construction du CPF volontairement choisi pour faire en sorte qu'il soit pour tous, pour besoin de tous, n'était pas tout à fait la construction du capital emploi formation qui, lui, ne visait au fond que les secteurs les plus impactés, pouvant laisser une part du financement d'ailleurs à la mutualisation pour certains secteurs donnés. Moi, je pense qu'on a besoin désormais de poursuivre l'investissement, c'est ce que fait le gouvernement et c'est bien, de donner un angle sur l'entreprise, sur les salariés. Mais enfin, pour moi, l'urgence pour l'avenir, désormais, c'est de bien sûr doper le plan de développement des compétences dans l'entreprise en lui construisant une alliance beaucoup plus forte avec le CPF. J'avais finalement absolument en tête qu'il était urgent de pouvoir mettre au cœur du village les compétences socio-comportementales, c'est-à-dire dit autrement les soft skills, si on veut vraiment travailler sur ce qu'on appelle le reskilling ou le upskilling, c'est-à-dire monter en compétences ou se développer en compétences. Et donc finalement, ça repose sur quoi? D'abord, que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en vous quand vous cherchez un emploi, que vous ayez confiance dans votre capacité à apprendre, que vous ayez confiance dans la société tout simplement. Et je pense que ce rapport à la confiance, il est important dans notre société moderne, plus encore aujourd'hui sur le terrain politique, vous le voyez bien au regard de la fragmentation de nos sociétés. Donc cette confiance, elle commence tout petit, dès l'éducation, à l'école. Et finalement, quand on perd cette confiance, petit à petit, ça se retrouve aussi à l'âge adulte. Il m'a semblé absolument nécessaire de mettre les moyens sur des compétences de cette nature, comme des compétences qui permettent de développer son adaptabilité dans l'entreprise, sa persévérance, sa curiosité, enfin autant de compétences qui font que les employeurs ont besoin de ça d'abord, avant de regarder vos compétences techniques. Parce que vos compétences techniques, je prends le métier de commercial, vous apprendre à vendre le produit que vous aurez entre les mains.
un employeur saura vous l'apprendre. Une école peut vous éduquer sur la façon de rédiger une offre commerciale, d'approcher finalement un client. Mais votre façon d'être, de vous comporter, de finalement comprendre quelle est votre distance personnelle entre le sujet, votre capacité d'appartenance au produit, à l'entreprise. Ça, c'est essentiel. Et c'est sur ça que finalement, la différence se fait au recrutement, pour rester dans l'entreprise et finalement, d'une certaine façon, pour vivre en société au quotidien.